Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous poursuivons avec Sarah Renard, fondatrice de Sekassan, un service de location de tenues d'invités de mariage, actuellement incubé au sein de Blanche Maille, le campus roubaisien d'Aura Technologies consacré au e-commerce et à la PropTech. Le parcours de Sarah a débuté au sein de grands groupes où elle a piloté leur e-commerce avant de décider de se lancer et de suivre sa passion pour les vêtements et la mode dans une logique plus durable et responsable. Avec Sarah, nous avons parlé de courage, de carrière, d'alignement et d'amitié. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Sekassan, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Sarah. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Sarah. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir dans La Boussole. Alors Sarah, tu as créé Sekassan qui propose la location de vêtements et d'accessoires, sauf les chaussures, pour les témoins de mariage. Mais avant de parler de Sekassan, je voudrais qu'on revienne sur ton parcours. Donc après le bac, tu as fait une classe prépa scientifique du coup. Exactement. En fait, j'ai fait un bac option scientifique. Donc après, je me suis orientée vers une prépa ingénieur. À la base, je voulais pas du tout être ingénieure, mais je l'ai faite parce que je voulais être pilote de ligne. D'accord. Donc rien à voir. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 écoles en France, dont une, il faut passer par les classes préparatoires aux grandes écoles ingénieurs. Donc du coup, j'ai fait 3 années où j'ai essayé d'être pilote et ça n'a pas fonctionné. Du coup, je me suis orientée vers une école d'ingénieur, mais la moins ingénieure possible. Au bout de ces 3 années, donc j'ai atterri à Grenoble pour faire du génie industriel. Alors souvent, ça ne parle pas quand j'évoque génie industriel. C'est vraiment l'étude de tous les départements possibles d'une entreprise. Donc on va aussi bien faire des études RH, de l'ergonomie, de la logistique, mais aussi de l'informatique. J'y reviendrai après. Donc du coup, j'ai fait ces 2 ans. Ensuite, parcours classique avec un semestre en Erasmus en Espagne. Et ensuite, je suis montée à Paris pour commencer ma vie professionnelle. Donc d'abord à travers des stages et ensuite des premiers CDI en poche. Et toujours dans le milieu de l'informatique. Moi, j'ai fait 7 ans dans l'informatique pour 4 boîtes de retail. Donc notamment, j'ai commencé chez Sandro, Mage, Claudie Pierlot, le groupe qui s'appelle SMCP. Ensuite, je suis allée à New York avec eux parce que j'ai fait un VIE là-bas de 18 mois. Génial. Donc c'était canon. Et notamment, là-bas, j'ai connu Rent the Runway. J'en parlerai après parce que c'est aussi de là qu'est parti mon cheminement pour l'idée Sekassan. Donc, 18 mois à New York, super. Mais au bout d'un moment, l'éloignement familial fait que j'avais envie de retourner en France. Donc, je reviens en France et là, j'intègre l'Occitane Group, donc les cosmétiques. D'accord. Toujours chef de projet dans l'informatique. Et ensuite, après ces 18 mois, donc encore 18 mois, j'ai beaucoup la bougeotte, je bouge beaucoup sur cette année. Donc là, j'intègre Lagardère. Donc c'est le groupe, mais j'étais spécialisée pour la partie duty free. Donc c'est tout ce qui est dans les aéroports, les ventes de parfums, de cosmétiques, mais aussi il y a des marques comme Hermès, etc. Et j'ai fait 4-5 mois. Je suis pas restée très très longtemps chez eux. Ça me plaisait pas beaucoup. Et après, j'ai intégré Sephora et cette fois-ci sur un poste qui n'avait rien à voir, qui était toujours chef de projet informatique, mais cette fois pour du e-commerce. C'est-à-dire que concrètement, on développait toutes les solutions e-commerce pour Sephora, Europe et Moyen-Orient. Parce qu'avant, sur la partie informatique, tu faisais quoi concrètement ? Toujours de la chefferie de projet, mais on va dire l'informatique, c'est un petit peu vaste, sans rentrer dans les détails techniques, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. En gros, tu as des gens qui développent, donc c'est vraiment les purs codeurs, ceux qui vont programmer, etc. Ensuite, tu as ce qu'on appelle des chefs de projet, ce que j'étais.
qui ont un aspect plutôt technico-fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va répondre à des besoins métiers pour apporter des solutions techniques. Donc en gros, c'est des métiers qui nous disent moi je veux faire telle chose dans tel outil, et nous on va proposer la meilleure façon de le développer dans l'outil, et après ce sont d'autres personnes qui le développent, mais on essaie de répondre aux besoins à travers une solution technique, on va dire. D'accord. Et au départ, je faisais aussi bien on va dire des gestions de projets sur de l'encaissement. Ça pouvait être sur des outils CRM. Donc CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc c'est des outils qui vont permettre de gérer la relation clientèle. Ça peut être aussi des outils en entrepôt, donc plutôt côté logistique, oui. Ce qu'on appelle des WMS. Et Sephora, tu vois, e-commerce, rien à voir. Donc j'ai touché à plein d'outils informatiques en tant que tels, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes codes, langages, etc. Donc à chaque fois, il fallait s'adapter. Mais moi, j'adore ce changement-là. Et Sephora, c'était un nouveau challenge, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu retiens de ces années dans ces grands groupes ? Parce que finalement, t'es quand même... ouais, j'avais pas du tout connu les petites boîtes, etc. J'ai connu, c'est vrai, des gros groupes. Ce que je retiens, c'est qu'on apprend énormément avec eux. Parce que justement, il y a une diversité qui est amenée, surtout moi dans mon métier informatique, parce qu'on parlait à plein de gens avec plein de besoins différents. Donc, on apprend beaucoup. On est beaucoup challengés, parce que des gros groupes, forcément, on attend de toi un certain niveau d'excellence. Et moi, ça matchait bien avec mon profil où moi, je veux toujours me dépasser. Je veux toujours aller plus loin, toujours faire mieux. Et après, il y a forcément il y a des côtés négatifs aussi. C'est pour ça que j'ai quitté ce milieu-là. C'est que les grands groupes, c'est à un moment donné, on stagne dans nos postes. Même si chez Sephora, c'est un groupe qui est énorme. C'est une présence mondiale. On brasse des millions et des millions, voire des milliards de chiffres d'affaires chaque année. Mais au bout de 6 mois, ils m'ont donné l'opportunité de monter. Alors que je venais juste d'arriver, j'ai été responsable e-commerce, donc c'est-à-dire que j'avais une équipe quand même de 10 personnes, avec aussi bien des internes que des consultants externes. Mais ils ont été très reconnaissants, mais forcément au bout d'un moment, dans ces grands groupes-là, on est quand même freiné dans nos envies de carrière, quand on a envie de monter, etc. Quand on est une femme encore plus, surtout dans le métier que j'exerçais, forcément on nous met des barrières. Au bout d'un moment, on veut toujours plus, il faut toujours donner plus, et c'était plus compatible avec le mode de vie que je recherchais. Parce que forcément, qui dit carriériste dit mettre de côté quand même certains aspects de notre vie. Et moi, j'étais plus prête à faire ce sacrifice-là à ce moment. D'accord. De ma vie. D'où on a envie d'entreprendre, en fait. Exactement. Pour gérer finalement toi-même les choses et tes priorités et ta vie. Exactement. Quitte à faire des gros efforts, je me suis dit à un moment donné, quitte à les faire, autant que ça soit bénéfique directement et pas que à des investisseurs qui gagnent encore plus. Et voilà, donc je me suis dit, je me retrouvais plus dans ce mode de vie et dans ce rythme-là à ce moment-là de ma vie. Oui, je peux te comprendre. Et donc, comment ça te vient ? Donc, tu parlais de ton VIE à New York. Oui. C'est là qu'a un peu commencé à germer l'idée. Exactement. En fait, donc je parlais de Rent the Runway, qui est une entreprise très connue dans la partie nord-américaine, donc au Canada, États-Unis, parce qu'ils font de la location de tenues. Très spécialisés dans le mariage, mais pas que. C'est des acteurs mondiaux, ils ont encore fait une levée de fonds de plusieurs millions d'euros, enfin de dollars, on va dire, il y a 2 ans. Du coup, déjà, à cette époque-là, c'est vrai que j'étais étonnée parce que c'était pas du tout dans les mœurs des Françaises, on va dire, que de louer une tenue pour un événement bien particulier. Et puis, je voyais beaucoup de mes copines américaines qui le faisaient. Donc, du coup, déjà, ça m'avait un petit peu titillée, parce que je me disais, comment ça se fait que ce soit aussi connu et surtout rentrer dans les mœurs aux États-Unis et pas trop en France. Donc je retourne en France, j'ai la continuité de ma carrière professionnelle, arrive un peu le clivage avec Sephora où j'ai envie d'autre chose. Et il faut savoir que c'était le moment où j'avais atteint la trentaine, et moi, je sais pas comment c'est pour ceux qui nous écoutent et puis pour toi, mais moi, à la trentaine, tous mes amis se marient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, on a enchaîné 6 mariages avec 2 amis qui s'appellent... c'est énorme. Donc 2 amis qui s'appellent Camille et Ségolène. Et en fait, on s'est dit, ces 6 mariages, ça nous a mis sur la paille, parce que concrètement, on n'a pas pu partir en vacances parce qu'on avait plus le budget pour partir. Donc on s'est retrouvés un week-end du 15 août, donc un long pont de plusieurs jours dans le sud de la France, et on s'est dit être invité, ça coûte quand même un certain budget, parce que c'est de plus en plus des mariages qui sont fêtés à l'étranger ou loin, donc il y a des coûts en transport, en hébergement, mais surtout sur la tenue, parce qu'on le sait, avec les réseaux sociaux, on nous prend en photo, donc si on met 2 fois la même robe, ça va se voir. Si on a envie d'être coquette, on n'a pas forcément envie que ça se voit, puis aller chercher dans le dressing de ses copines, tout le monde ne fait pas la même taille. Moi, typiquement, toutes mes copines, elles sont plus fines que moi, donc à chaque fois, ça n'allait pas pour trouver la bonne tenue. Et je me suis un peu intéressée aux méthodes alternatives. Je me dis, il y a forcément quelque chose à proposer. Et là est née l'idée de la location.
tout simplement parce que je trouvais que ça répondait vraiment à un besoin très ponctuel et très spécifique. Et en fait, en France, j'étais un peu frustrée parce qu'il y a plusieurs acteurs qui commencent à émerger, notamment il y en a plusieurs qui sont connus même en région lilloise ici. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que toutes celles qui étaient parties, qui avaient fait la démarche avant moi, elles proposaient surtout ce qu'on appelle des business C2C, c'est-à-dire customer to customer. Donc en gros, comment ça fonctionne, c'est que ce sont des clientes comme toi et moi, qui avons acheté une tenue, mais on ne la remet pas forcément. Ça reste dans notre placard pour rien. Et du coup, on se dit, autant la rentabiliser. On envoie nos tenues à ces plateformes-là, qui les mettent en location pour nous et reversent souvent une commission à chaque fois que les biens sont loués. Et en fait, je trouve que l'idée est super parce que ça permettait de répondre à une approche plus éco-responsable que je commençais déjà à chercher à l'époque dans ma façon de consommer. Mais en fait, j'étais un peu frustrée parce que sur ces plateformes-là, si je trouvais une robe très jolie, il n'y a pas forcément ma taille ou c'était pas forcément disponible à mes dates. Et du coup, je me suis dit, personne ne propose en fait plutôt des partenariats avec des marques. Déjà pour proposer plusieurs tailles pour une même robe, histoire qu'on frustre pas la personne qui fait pas que du 34 ou du 40 ou du 42, 44. Mais aussi parce que ça réglait le problème à la racine. C'est-à-dire que si on se dit qu'aujourd'hui, l'industrie textile, on le sait, c'est la seconde plus polluante au monde. Non pas uniquement à cause des procédés de fabrication, mais aussi des volumes produits. Je me suis dit, en fait, on ne règle pas le problème quand on est une cliente qui avons acheté une robe et on la loue derrière via une plateforme. Ça n'empêche pas qu'on l'a achetée à la base et qu'on a quand même consommé et consommé encore. Et moi, je me suis dit, on va régler le problème à la base, c'est-à-dire qu'on va demander à faire des partenariats avec des marques pour produire moins. Parce qu'un vêtement qui est loué, c'est autant de fois où on n'a pas à le produire. Donc je me suis dit, voilà, c'est quelque chose à faire. Donc je me suis dit, il y a un marché à prendre, il y a une demande, il y a une façon de s'introduire et de se différencier des concurrentes qui existent. Donc je me suis lancée il y a un peu plus d'1 an pour l'aventure Sekassan. Et donc tu as été incubée au sein de Blanche Maille Bayer-Atech, c'est ça ? Oui, j'ai été accompagnée. Alors tout d'abord, j'ai commencé avec la BGE Hauts-de-France. Oui. Parce qu'en fait, j'étais à Paris, mais je suis originaire du coin. Donc je suis rentrée chez moi, chez ma maman, quand l'aventure Sephora s'est terminée. Et très vite, j'ai compris que toute seule, j'avais besoin d'être accompagnée par des structures. Donc je me suis d'abord orientée vers la BGE Hauts-de-France, qui m'a accompagnée sur un programme d'1 mois et demi. Et ensuite, ils se sont dit, vu les ambitions de Sekassan, de se développer au national, voire à l'international, ce serait bien d'être incubée. Donc du coup, ils m'ont redirigée vers Euratechnologie, qui est assez connue au nord de Paris, à Lille. Et du coup, j'ai intégré leur batch qui s'appelle le programme Start en octobre dernier, donc en octobre 2019. Et là, c'est 40 jours. D'abord, tu as une partie. C'est ça. D'abord, il y a un programme de 3 mois où, durant ces 3 mois, ces 80 jours, on a un réel accompagnement où on a des ateliers tous les jours avec des thématiques qui sont très différentes. On aborde aussi bien les levées de fonds, le branding d'une marque, l'identité visuelle, les aspects aussi plus techniques, parce qu'il faut savoir que moi, j'étais dans un incubateur spécialisé dans le retail et dans le digital. Donc forcément, on évoque toutes les questions liées au digital, donc les plateformes techniques, comment les choisir, les réseaux sociaux, comment les faire vivre, les faire évoluer, etc. Et au bout de ces 80 jours, on a ce qu'on appelle un grand oral où on présente notre évolution, comment on a cheminé notre petite idée durant ces 80 jours et on peut décider de rester dans l'incubateur ou non après ces 80 jours. Donc moi, j'ai fait le choix de rester chez eux. Et du coup, on a 1 an pour peaufiner et puis créer la boîte en accompagnement toujours avec l'incubateur. Toi, ça t'a permis de te challenger aussi sur le fait que tu étais faite ou pas pour être entrepreneur, parce que c'est pas le cas de tout le monde non plus. C'est un moment, quand on se lance, je trouve que ces périodes comme ça où tu es accompagné, tu es aussi challengé, ça te permet aussi de prendre le temps et de voir si ton idée déjà, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a un marché derrière, et surtout, est-ce que toi, personnellement, en tant que personne, t'es faite pour être entrepreneur ou pas ? Oui, complètement, c'est une super remarque. En fait, je trouve que l'incubateur, il a 2 aspects. Il est là pour te challenger, etc. Donc en effet, c'est la bonne période pour te rendre compte si oui ou non ton idée face à des professionnels et des experts, parce qu'ils ont l'habitude de voir des boîtes sur plein de sujets différents. Si ton idée, elle est viable, elle est scalable, ça, forcément, on met énormément le doigt dessus au niveau de l'incubateur, parce qu'un projet peut être très bien, mais s'il n'est pas scalable, forcément, au niveau de la durée de vie d'une entreprise, une fois qu'on sera créé, ce sera un peu plus challengeant. Donc le but, c'est vraiment de voir sur tous les aspects si notre idée est viable, elle est faisable, s'il y a une traction. Et après, il y a l'aspect forcément réseau, où quand on est tout seul, notamment, c'est mon cas, quand j'ai monté Sekassan, on a besoin de se faire accompagner, de se faire aider, et l'incubateur est là pour ça, aussi bien pour nous challenger que pour nous apporter des compétences ou un réseau d'experts qui vont pouvoir nous aider sur des thématiques bien particulières.
Et puis d'autres entrepreneurs aussi avec qui tu peux échanger, voir eux leurs idées, toi les tiennes, et ça permet aussi d'avoir une émulation sur ton propre projet. Oui, en fait c'est tout l'écosystème, hein. Forcément quand on rentre dans un de ces programmes, on fait partie d'un batch, donc avec d'autres entrepreneurs qui certes nous apportent un point de vue neuf, parce que chacun a son expertise, on a tous un passé professionnel sur des postes complètement différents. Il va y avoir des gens qui ont été data analystes, d'autres qui ont été dans le marketing. Voilà, c'est des choses qui moi me parlaient pas du tout parce que c'était pas quelque chose que j'avais fait auparavant. Donc déjà en effet il y a énormément d'entraide à travers nos projets pour s'apporter mutuellement, et aussi parce que ces entrepreneurs-là, ils vivent aussi tous les aspects à côté de notre quotidien qui est le même, c'est-à-dire c'est la galère d'un entrepreneur, c'est des hauts des bas plusieurs fois par jour ou dans la semaine. C'est vrai que les 80 jours où on est incubé, c'est pas le parcours du combattant, mais presque, parce que un jour on va avoir, ça peut être une réponse d'un client, d'un partenaire, on va être un peu euphorique, et puis le lendemain on va peut-être avoir un petit obstacle ou en tout cas un petit caillou dans la chaussure comme je l'appelle, et tout de suite on a le moral qui descend. Et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'avec les autres, comme on vit tous la même chose, on se soutient, on est là pour s'épauler, et ça c'est vraiment très important, l'entourage, lorsqu'on crée une boîte, aussi bien familiale que l'écosystème, ça nous porte énormément et il ne faut pas le négliger. Oui, c'est clair. Et comment tu es allé chercher, démarcher les marques pour que finalement elles te donnent, ou tu leur achètes, je ne sais pas comment ça marche en fait, ton business model pour avoir leurs vêtements? Alors, je te cache pas dès le départ, ça a été très compliqué parce qu'il y a beaucoup de marques. Tout départ, quand je les approchais, elles se disaient mais pourquoi elle veut collaborer avec nous? En plus, ça nous cannibalise un petit peu notre clientèle parce que si nous, on lui vend du stock, derrière, elle va le louer. Donc, ça nous enlève un peu de notre clientèle, hein. Donc, ça a été déjà une démarche très compliquée au départ pour faire comprendre l'intérêt aux marques. Donc, au début, j'avais beaucoup de portes qui se fermaient. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai démarché des plus petites marques parce que c'est Cassan, vu qu'on a une ambition nationale déjà dans un premier lieu, mais après international. Le but, c'est d'aider certaines marques qui n'ont pas forcément la visibilité qu'on a côté digital, de se faire connaître. Donc j'ai commencé à un moment donné à approcher des plus petits acteurs et aussi qui respectaient mes valeurs, parce que je me suis rendu compte que c'est Cassan, on prenait des aspects éco-responsables, changer notre façon de consommer, mais ça passait aussi forcément par les marques que j'allais proposer demain. Et du coup, ces petits créateurs, c'était une façon de promouvoir l'artisanat français, le Made in France, mais aussi une façon de produire plus raisonnable, c'est-à-dire en petite quantité ou à la demande. Et forcément, moi, ça répondait à mes envies. Donc du coup, on a approché ces petits créateurs-là qui se sont tout de suite emballés pour le projet. Donc j'ai commencé par des petits noms, mais par exemple à Lizzy Création, Florence Chardini, ça a été les premiers à nous suivre. Liseron aussi. Liseron, c'est une marque en fait qui fait des bijoux et accessoires, mais plutôt orientés pour de la mariée. Et en fait, elle ne s'adressait pas encore à de l'invité. Et nous, on s'est dit que ça faisait sens sur des boucles d'oreilles, parce qu'au final, il n'y a pas que la mariée qui peut porter des jolies boucles d'oreilles made in France en porcelaine. Donc voilà, au début, des acteurs qui étaient surtout français. Et puis au fur et à mesure, ça a grossi, parce que forcément, on dit toujours, une fois qu'on en a convaincu un, la suite, c'est beaucoup plus facile et aisé. Et du coup, après, il y a beaucoup de marques qui nous ont suivis, et pour le lancement, et encore maintenant qu'on est lancé, beaucoup de marques continuent à me suivre et à me répondre favorablement, parce qu'elles ont vu la qualité de l'offre et qu'elles veulent partager nos valeurs et aussi changer l'image qu'on a d'elles aujourd'hui. Oui, parce que je pense qu'il y a quand même une grosse réflexion dans le secteur de la mode, comment consommer mieux, plus responsable, et comment en tant que marque elles peuvent avoir aussi un impact. Je pense notamment à Cézanne avec les collections demain, et on sent que c'est, ou même Balzac, Exactement, oui. Je veux dire, on voit qu'il y a une vraie réflexion sur l'impact que les marques ont sur la planète, et comment elles peuvent améliorer. Et du coup, je pense que ça t'a aussi aidé quelque part à aller les chercher pour toi, c'est Cassan. Oui. Complètement. En fait, j'ai senti un virement, notamment au niveau des mentalités des marques après le confinement. Je pense qu'avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question de comment consommer autrement, mais plutôt sur l'alimentaire jusqu'à maintenant. Et en fait, avec le Covid, je pense que les personnes ont pris, en tout cas en France, conscience qu'il fallait consommer autrement, mais pas que dans l'alimentaire, mais aussi dans le retail. Et les marques ont adopté, donc depuis plus ou moins longtemps pour certaines, mais ont adopté cette démarche et cette réflexion. Et en fait, tu citais Cézanne, Balzac, moi c'est vraiment des marques que j'adore et que j'affectionne particulièrement, surtout Balzac, parce qu'il y a un vrai souci au niveau des collections d'apporter une transparence, une clarification sur les process de fabrication, notamment à travers leurs labels, je pense à Oecotex, GWS, etc. Mais en fait, ces marques-là,
Et c'est déjà très bien qu'elle se pose la question sur les fabrications, mais elle se pose moins de questions sur les volumes produits. Et en fait, moi, c'est vraiment la problématique à laquelle je réponds à travers la location, c'est de se dire, c'est super, vous avez déjà une démarche éco-responsable sur vos processus de fabrication, mais sur les volumes produits, ça ne règle pas le problème qui est qu'une petite robe, on va l'acheter et puis on va plus la mettre derrière, et c'est pas rentabilisé. Donc en gros, il y a vraiment une synergie à trouver avec ces marques-là, qui ont en tout cas les mêmes problématiques et les mêmes envies que moi, de se dire, ça peut faire sens sur une certaine partie de nos collections ou quand c'est pas des choses qu'on va mettre tous les jours, hein. Je parle pas d'un jean, je parle pas d'une petite blouse qu'on va pouvoir mettre au travail ou pour un dîner, mais je parle vraiment de choses qui sont un peu plus apprêtées, donc très adéquates pour le mariage. À ce moment-là, ça fait sens de se dire comment on peut changer les choses et de manière conjointe avec ces marques-là. Et ça me fait penser à un truc, je me dis, mais par exemple, ok, il y a les mariages, mais je pense, là, en fin d'année, les fêtes de Noël, de Nouvel An, quelque part, c'est aussi des moments où tu as envie d'avoir une tenue sympa. Mais alors, c'est sûr que souvent, les mariages, c'est plus printemps-été, donc tu vas pas remettre une tenue que tu aurais mise à Noël. À Noël. Bon, sauf si tu vas attraper une pneumonie, mais... Non. Mais du coup, est-ce que c'est une piste que toi, t'explores aussi, par exemple, pour les fêtes de fin d'année ? Complètement. En fait, je me suis vraiment lancée sur le mariage parce que le mariage, c'était vraiment la quintessence du problème pour moi, parce que c'est là où on va vraiment rechercher quelque chose qui est un peu plus apprêté que la moyenne. Mais c'est le cas aussi pour les baptêmes, pour les fêtes de fin d'année, en effet. Tout type d'événement où on a envie de se mettre un peu sur son 31. Et du coup, c'est une vraie réflexion que j'ai eue et c'est pour ça que même au niveau du lancement, j'ai sélectionné des pièces qui sont soit très apprêtées et souvent celles qui sont très apprêtées, ça va plutôt répondre à une invitée mais qui est très proche des mariés, c'est-à-dire une témoin, une demoiselle d'honneur ou la maman de la mariée. Et après, il y a des choses qui sont quand même très apprêtées mais qui sont plutôt destinées à de l'invité, plus ou moins proche des mariés, mais une invitée, on va dire, classique. Et notamment, il y a des choses qu'on a sélectionnées pour aussi répondre aux fêtes de fin d'année. Je pense par exemple, on a sélectionné une petite robe de chez Cézanne dans les tons noirs, avec bien évidemment du brocart, du doré, etc., des petites touches, mais le noir forcément permet de répondre à soit des mariages qui sont plutôt en basse saison, soit aussi les fêtes de fin d'année, parce qu'avec les petites touches dorées et le noir, forcément, ça fait sens pour Noël ou Nouvel An. Et moi, je me demandais d'où est-ce que ça vient le nom Sekassan. On me la pose souvent. Alors déjà, Sekassan, déjà tu le prononces très bien parce que des fois j'entends Sekazan ou on ne sait pas toujours le prononcer. Donc Sekassan, c'est espagnol. Pour ceux qui n'ont pas fait LV2, ça veut dire il se marie en espagnol. Tiens, moi j'ai pas fait l'espagnol, j'ai fait l'anglais et du russe, mais j'ai pas fait l'espagnol. T'as pas fait, voilà. Donc pour tous ceux qui n'ont pas fait LV2 espagnol, ça veut dire il se marie. Et en fait, pour l'anecdote, Sekassan, ça vient tout simplement de ces deux amis avec qui j'ai eu cette réflexion il y a 2 ans sur une plage de la côte basque. Donc Ségolène et Camille, moi je m'appelle Sarah. Et du coup, on cherchait un nom qui résonne avec nos prénoms et ça a donné Sekassa. Et on s'est dit, c'est parfait par rapport au projet de la boîte, donc ça a donné Sekassan. Et après toi, finalement, donc tu es toute seule. Ces deux amies, elles t'ont pas suivie ou c'est parce qu'elles avaient leur vie pro de leur côté et elles n'ont pas senti l'impulsion pour se lancer ? C'est ça. C'est exactement ça, en fait. Quand on a eu l'idée à 3, on s'est dit ce serait bien de la faire à 3 parce que se lancer seul, c'est forcément encore plus déroutant et c'est un plus gros pas à faire. Parce que c'est la peur de jeter dans le vide, c'est l'inconnu. Quand on quitte son job, on quitte son appartement, c'est un gros chamboulement de vie. Et du coup, on s'est tâté un petit peu pendant quelques mois à savoir est-ce qu'on se lançait ou pas à 3, toute seule, à 2. Et au final, vu qu'elles avaient des situations professionnelles auxquelles elles tenaient, parce qu'elles se sentaient bien dans leur job, que ça faisait pas forcément sens pour elles de quitter le tout et de se lancer, je me suis lancée seule, mais bien évidemment, elles m'accompagnent toujours sur le projet, c'est-à-dire que si jamais j'ai besoin de confronter mes idées, si j'ai besoin de leur demander leurs avis, elles sont toujours présentes, encore aujourd'hui, mais toujours dans leur travail à Paris. Et donc là, tu as lancé le site internet. Qu'est-ce que ça a donné, les débuts ? Déjà, avec qui tu travailles et comment tu les as trouvés ? Parce que quelque part, toi, tu venais d'un milieu complètement différent, même si, c'était lié à l'informatique et tout, mais mine de rien, c'est pas la même chose de créer un site web, les contenus et tout. Comment t'as géré cette partie-là ? En fait, je pense que des fois, c'est tracé, en fait. Tout s'est bien coubillé au fur et à mesure. C'est-à-dire que, typiquement, tu parlais du contenu. J'ai été accompagnée par la BGE et il se trouvait qu'un intervenant de la BGE connaissait une photographe qui exerçait depuis quelques années déjà, mais il m'a dit contacte Anaïs Bizet, c'est une ancienne de mon école, elle est photographe dans le milieu du mariage et je pense que son univers correspondra bien à ce que tu recherches. Donc déjà, ma photographe, pour
tous les contenus, je l'ai connu grâce à cet intervenant de la BGE. Donc déjà, ça, c'est tout bête, mais je me suis dit, mais c'est parfait par rapport à mon projet, parce que c'est aussi par les contenus qu'on essaye d'inspirer les gens, et il fallait que ce soit marquant et que ça reste aussi cohérent par rapport au mariage. Et les photographes de mariage ont vraiment cette patte qui est propre à ce milieu-là. Donc, quand on s'est rencontrés avec Anaïs, tout de suite, ça a matché. Et je me suis dit, c'est super, parce que ça règle un petit point sur la checklist, la to-do. Et ensuite, une fois que j'avais trouvé Anaïs, se poser la question de comment lancer la plateforme, sur quelle technologie, comment se faire accompagner, parce que je ne pouvais pas tout faire toute seule, même si je suis issue de ce milieu-là. Je n'ai jamais développé moi-même, donc ça aurait été beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus long que de faire appel à des professionnels. Donc, tout simplement, durant l'incubation au sein de Blanchemaille, à Euratechnologies, on nous a donné plusieurs contacts de boîtes qui développaient sur différentes technologies, etc. Donc, il a fallu les rencontrer. Et puis, ça a bien matché avec une de ces agences qui s'appelle Big Biz You, qui est aussi dans les locaux de Blanchemaille. Donc, en plus, ça a facilité, on va dire, les échanges au quotidien. Tout d'abord, on est parti sur une première mission qui était de faire les maquettes. Donc, pour ceux à qui ça parle pas, les maquettes, on va dire que c'est vraiment l'aspect visuel du site uniquement. Donc, ils ont fait des premières ébauches et un premier rendu avec ces maquettes et l'identité visuelle pour ces Cassanes. Et comme ça a très bien fonctionné, aussi bien en termes de qualité du contenu que sur les rapports qualité-prix et aussi sur le planning, parce qu'il faut savoir que moi, je viens des grands groupes, donc quand on a plusieurs millions et qu'on on pèse un petit peu, entre guillemets, auprès d'un prestataire, c'est beaucoup plus simple de leur dire j'impose un planning et je veux que ce soit prêt pour telle date. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne pas du tout pareil, donc c'est très dur d'aller les voir en leur disant alors moi, j'ai ce planning-là et ce sera celui-ci et pas un autre. Et en fait, je trouve qu'ils ont été très réactifs et très à l'écoute de mes besoins, de mes contraintes en termes de planning, parce que moi j'ai une grosse saisonnalité, donc en fait si on loupait la saison, ça n'allait pas. Donc ils ont vraiment été très bien en termes de planning, et comme ça a bien fonctionné, là on s'est dit on continue aussi, mais plus pour l'aspect e-commerce. Et du coup on a développé le site en un temps record de juin à août, pour un lancement le 10 de la plateforme. Et donc là, le 10, comment ça s'est passé, c'est ça. Il y a l'excitation, on est devant son ordinateur à cliquer toutes les 2 secondes pour voir s'il va y avoir la première location. Ça s'est très vite lancé, c'est-à-dire que je pense que j'ai eu ma première location le jour du lancement, donc j'y croyais pas. Génial. Et même pas une copine, parce que forcément il y a toutes les copines qui attendent, qui ont des mariages, qui me disent « Oh Sarah, on va passer une commande », mais là c'était vraiment une cliente qui me suivait sur les réseaux sociaux et qui a passé sa première location. Donc là déjà c'est l'euphorie, le champagne, on fête ça, c'est la première rentrée d'argent. Et depuis le 10 août, c'est plutôt un bon accueil au vu du contexte, parce qu'il faut savoir que je l'ai dit, il y a une énorme saisonnalité au niveau des mariages. En gros, chaque année, il y a 250 000 mariages qui sont célébrés en France. Et surtout entre avril et la période d'avril à octobre. Même s'il y en a un petit peu justement en fête de fin d'année, il y en a beaucoup qui aiment se marier à l'approche de Noël, parce que c'est une ambiance particulière. Mais cette saisonnalité-là, je la loupe un petit peu, parce qu'à lancer en août, il y a déjà des mariages qui sont passés, puis avec le Covid, beaucoup ont été reportés ou annulés. Donc du coup, j'avais un peu peur de l'accueil, une période difficile, comment ça allait se passer. Et au final, en un peu plus d'un mois, là, on a fait 30 locations déjà. Oh, c'est super. Donc, je suis ravie. En plus, les retours des clients, parce que moi, vu que je suis partie sur une offre où c'est des locations pour 15 jours, ça met un petit peu de temps entre l'envoi, la réception par la cliente, les 15 jours plus le renvoi. Il y a des fois un délai de 1 mois pour avoir le retour d'une cliente et savoir comment ça s'est passé concrètement, sur tous les aspects du processus, mais aussi des tenues. Et là, les premiers retours que j'ai eus sont très positifs. J'ai plutôt un bon accueil, aussi bien en termes de processus, où on me dit que c'est fluide, parce que on envoie donc des cartons qui contiennent déjà les étiquettes prépayées. Donc pour le retour, sur la partie logistique, comment ça se passe, c'est très simple. En fait, une personne va passer une demande de location sur le site. Je demande à avoir une carte d'identité. Pourquoi ? Parce que moi, si jamais il y a un petit pépin, qu'il y avait quelqu'un qui est un peu maligne et qui me renvoie jamais malheureusement les produits, ça peut arriver. Et moi, j'ai la carte d'identité pour pouvoir faire un recours en justice pour récupérer les sous, les fonds. Pour te protéger. Exactement, pour me protéger moi. Une fois que la personne a rentré sa carte d'identité, au moment de l'envoi, je vérifie que la personne aussi a les fonds nécessaires. Donc on fait ce qu'on appelle une demande de préautorisation pour la caution, c'est-à-dire que si un vêtement coûte 300 €, je vais faire une demande de préautorisation pour bien m'assurer que la cliente elle a ces 300 € si jamais il arrivait un problème lors de la location. Une fois que je me suis assurée qu'il y a les fonds nécessaires, j'emballe toute la tenue dans un colis. Donc il y a soit des colis qui sont réutilisables,
On en parlera par la suite. Donc en fait, c'est des pochettes qui sont en tissu et qu'on peut réutiliser plusieurs fois. D'accord. Contrairement à un carton où ça ne sert qu'une fois et après on le jette, donc ça fait des déchets aussi pour la planète. Soit c'est un carton et le carton, en fait, il a 2 bandes adhésives. Donc une première que moi j'enlève et que je colle pour pouvoir faire l'envoi. Et une autre que la cliente a juste à enlever pour pouvoir recoller le carton et le renvoyer tel quel. Et au niveau de la logistique, moi, je paye forcément parce que le prix comprend le transport, mais aussi le pressing. Donc, j'imprime les étiquettes d'envoi et j'imprime déjà à l'avance les étiquettes de retour pour que la cliente, une fois qu'elle a utilisé la tenue, remette dans le carton, prend l'étiquette qui est autocollante, la colle sur le carton et elle n'a plus qu'à déposer ça en point relais ou à la poste. D'accord, donc c'est hyper facile, quoi. Voilà, c'est facilité. La cliente, elle n'a pas à aller voir s'il lui reste un fond de scotch pour aller coller l'étiquette ou le carton. Tout est déjà pensé. Et aussi, la grosse question que j'ai, c'est qu'est-ce qui se passe si on a fait un petit accroc ou une tache au moment du retour. Donc, quand moi, je reçois les colis, il y a une inspection qui est faite pour déterminer s'il y a eu un accroc ou s'il y a eu une tache. Si tout s'est bien passé, voilà... On le nettoie ou pour les accessoires, on les met sous quarantaine pendant 24 heures, on les isole pour s'assurer qu'il n'y a plus de traces de virus ou quoi que ce soit avant une prochaine location. Et pour tous les vêtements, ils sont bien évidemment nettoyés entre deux. Et voilà, pour le nettoyage, si jamais il y a eu malheureusement des problèmes de taches, on voit avec les experts au niveau du pressing si la tache est rattrapable ou non. Si elle n'est pas rattrapable, on renvoie la pièce à la personne et on encaisse l'intégralité de la caution. D'accord. Par contre, si jamais il y a besoin d'un nettoyage un peu plus poussé ou de raccommoder juste un petit bouton, par exemple, ou une fermeture, enfin voilà, il y a eu un petit accroc, pareil, j'ai une couturière qui travaille avec moi. Elle me donne un devis du montant de la retouche et à ce moment-là, on encaisse sur la caution que le montant de la retouche. Okay. Sachant que souvent, pour un pressing comme une retouche minime, il faut compter une dizaine d'euros. Donc, c'est pas excessif, tu vois, sur le montant d'une robe qui va coûter 300. Oui, ça va encore. Voilà. Et tu t'es fait accompagner. Je crois que tu avais eu des stagiaires qui t'ont accompagné aussi. Donc, comment tu les as recrutées ? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté aussi ? Oui. Alors, cet été, il y a 2 stagiaires qui ont travaillé avec moi pour le lancement. Il y en a une première, en fait, c'était ma petite sœur. Ah, d'accord, excellent. Donc, assez facile à recruter. En fait, elle a fait l'EM Lyon. D'accord. Elle avait besoin d'un stage de fin d'année pour valider des crédits. Donc, on s'est dit que ça faisait sens de m'aider. C'est elle qui a géré toute la partie relation marque, justement, partenariat, durant tout l'été. Donc, en fait, elle a prospecté énormément de marques. Et aussi, elle m'a aidée à la rédaction d'une charte de qualité. Permet justement d'évaluer les partenariats avant de dire oui ou non, parce que maintenant ce qui se passe, c'est que j'ai des marques elles-mêmes qui me contactent pour faire des partenariats, mais elles n'ont pas forcément les mêmes valeurs que moi, ou en tout cas elles correspondent pas à la charte qualité que je mets en avant. Donc du coup c'est bien de passer par cette charte pour s'assurer que ça correspond aux critères d'éligibilité que je souhaite. Une autre personne m'a aidée énormément sur les réseaux sociaux, donc c'est Alban. Alban, comment on s'est connus, c'est très drôle aussi, je me dis toujours toutes les planètes sont alignées. Durant le confinement, j'ai découvert un compte sur Instagram qui s'appelle La Copine de la Mariée, qui propose en fait des inspirations de tenues. Donc, c'est une personne qui va aller chercher sur plein de marques différentes comment associer une robe avec les chaussures, le sac, le chapeau, la coiffure, vraiment d'une manière complète et uniquement pour de l'invité. Et je trouvais que ce compte était très inspirant, donc j'ai commencé à la suivre. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à échanger et je me rends compte que c'est un petit bout de chou, Alban, de 18 ans, qui gère ce compte-là depuis 1 an. Et qu'en plus, elle s'oriente vers une licence de communication et que tout ce qui était gestion des réseaux sociaux, etc., c'était sa passion. Et qu'elle recherchait un stage pour l'été. Trop bien. Donc je me dis, mais c'est parfait, moi j'ai besoin d'être accompagnée. Elle, la mission pour la gestion des réseaux sociaux, ça lui disait bien, notamment parce qu'elle n'avait jamais géré des aspects de relations avec des influenceuses, des wedding planners, mais aussi des relations presse. Oui. Donc elle a géré tout ça pendant l'été. Et elle m'a énormément accompagnée durant la sortie du site parce qu'il y avait énormément de communication à faire par rapport à ça. Et du coup, elle a super bien géré durant ces 2 mois. Et maintenant, tournée à sa licence de communication. Mais j'espère qu'elle reviendra prochainement pour ses futurs stages, en fait. Bah oui, c'est sûr. Et j'avais vu que tu avais fait une super séance de photos avec des influenceuses lilloises. Exactement. C'était hyper sympa. Ouais, tu peux me raconter un peu comment ça s'est fait, comment tu les as convaincus de bosser avec toi? Ouais, en plus, c'était quelque chose que je connaissais pas non plus. L'organisation des shootings, moi, j'en avais jamais fait, même dans mes précédents jobs. Par exemple, chez Sandro, Mage Claudie Pierlot, toute la partie créa, shooting, etc.,
il n'y a pas du tout accès. Donc, ça a été un peu le flou. Donc, heureusement, en fait, j'ai déjà été bien accompagnée sur l'organisation de l'équipe, c'est-à-dire Anaïs qui avait l'habitude, les maquilleuses, coiffeuses auxquelles j'ai fait appel, donc notamment Justine, que tu connais aussi. Oui. Voilà, donc déjà, elles m'ont aidée à savoir comment ça s'organisait, pour me donner un peu des clés ou des petits tips. Hein. Et une fois qu'on a organisé les shootings déjà pour avoir tous les visuels du site e-commerce, j'ai organisé ce shooting pour les ambassadrices. Et alors, comment les convaincre ? C'était assez simple, c'est que j'ai tout simplement fait appel à Mathilde de Lille by Math, qui gère aussi l'agence Faites du Bruit. Je l'avais contactée il y a plusieurs mois pour lui faire part de mon projet, de mes valeurs et du fait que je recherchais des ambassadrices pour mener un peu la voix de ces Cassanes et ses valeurs pendant un an. Et en fait, Mathilde m'a aidée à trouver des profils qui correspondaient à mes besoins. C'est-à-dire, moi, je cherchais soit des personnes qui étaient invitées à des mariages, soit qui se mariaient. Donc, c'est là où Camille et Claudia ont fait complètement sens par rapport à mon besoin, parce que Claudia, elle se marie l'année prochaine. Donc, du coup, on va habiller quelques-unes de ses témoins. Génial. Ou peut-être même sa maman. Enfin, c'est en cours de discussion, mais le but, c'est vraiment d'apporter une touche chez Cassane lors de son mariage. Et Camille, c'est quelqu'un qui s'est marié il y a un an. Et pour la petite anecdote, les photos de son mariage ont été shootées par Anaïs. Donc, pour elle, c'était aussi une façon de retrouver, après un an, Anaïs Bizet, qui était sa photographe de mariage. Et aussi parce qu'elle a beaucoup de personnes dans son entourage qui se marient. Donc du coup il y avait un réel besoin et Mathilde qui s'est aussi rajoutée, et donc elle avait cette double casquette de associée de Faites du Bruit, mais aussi ambassadrice pour ses Cassanes. Et tout simplement parce que Mathilde, elle essaye vraiment de prôner nos valeurs. Mathilde, elle est énormément connue pour mettre en avant des créateurs lillois ou des concepts, et on va dire que nos valeurs faisaient complètement écho avec ce qu'elle essaye de prôner aujourd'hui en région lilloise. Donc ça a fait sens de la rallier en tant qu'ambassadrice au projet. Et tu parles de tes valeurs, tu peux nous en dire un peu plus? Il y a le consommer responsable. Oui. Et après, c'est quoi les autres valeurs pour toi? On va dire que pour moi, je fais vraiment la différence entre les propositions de valeurs que je fais pour les clients et moi, mes valeurs propres. En fait, en termes de propositions plus de valeurs pour les clientes, forcément, c'est un aspect éco-responsable quand on en a parlé, parce que la location, ça permet de rentabiliser et de mieux porter un vêtement et de moins produire. Il y a aussi l'aspect forcément gain-prix. Parce que ça permet notamment d'offrir à toutes les personnes, quel que soit leur budget, une jolie tenue. Parce que moi, ce qui me frustrait notamment quand j'ai enchaîné ces 6 mariages, je me suis dit, pourquoi je serais moins jolie que ma voisine parce que j'ai pas autant à mettre dans une tenue. C'est pas juste, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, vraiment, la location, ça permet à tout le monde de se sentir belle et sublime pour une journée, même si on n'a pas forcément un énorme budget. Et après, il y a un gain de temps. Parce que moi, comme je fais vraiment des compositions de look complets, hors chaussures, ça permet tout simplement d'éviter de faire plusieurs magasins pour trouver sa tenue, c'est-à-dire faire un premier magasin de chapellerie pour trouver son chapeau, un autre pour trouver la petite pochette qui va bien aller, etc. Et du coup, ça permet d'éviter de faire les magasins. Notamment, je parle aux mamans ou aux gens qui sont pressés le week-end. T'as peut-être pas envie de faire 8 heures dans les magasins pour trouver ta tenue. Tu préfères passer des moments de qualité avec ta famille, tes amis. Donc du coup, c'est à ça que répond ces Cassanes. Et après, plus pour mes valeurs propres, je dirais que c'est l'équité. Parce que moi, ça m'a toujours drivé dans ma vie, aussi bien personnellement que professionnellement. Je déteste les injustices. Et en fait, ça rejoignait un peu ce que je disais, c'est que pour moi, je trouve pas ça juste qu'une personne, elle puisse pas bien s'habiller juste parce qu'elle a moins de moyens ou qu'elle a pas forcément le temps ou que elle se sent moins féminine, etc. Moi, c'est vraiment l'envie, c'est de sublimer tout le monde, quelle que soit sa morphologie, quelle que soit sa taille. Et c'est notamment pour ça que ces Cassanes, on propose pas que des tenues en 34-36, on propose des tenues qui vont du 34 au 42-44 XL, parce que je voulais répondre au maximum de personnes pour sublimer tout le monde. Oui, c'est super chouette. Et toi, comment tu gères? Parce que du coup, est-ce que tu as dû acheter les vêtements? Enfin, financièrement, comment tu te débrouilles? Ça a été un énorme point noir. Oui, voilà, ça a été un énorme point noir dès le début, par exemple, de mon incubation, parce que c'est l'un des points qui ont été relevés par les accompagnants, notamment ma startup manager et le directeur Samuel Tapin. C'est que quand on se lance en B2C sur ces modèles-là, c'est un investissement énorme dès le départ. Donc il m'avait dit potentiellement il y a d'autres façons de faire, de partir en cycle C2C où il n'y a pas d'investissement d'argent dès le départ. Tant qu'en plus on n'a pas prouvé qu'il y a de l'attraction de la part des clientes, c'est très difficile de convaincre des investisseurs en fait de nous suivre. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été des galères pendant plusieurs mois, je te cache pas, pour trouver soit des investisseurs, soit une banque qui me suive.
Et en fait, le Covid a aidé en tant que tel parce que en janvier dernier, j'avais trouvé une banque qui me suivait pour investir une belle somme d'argent dans ces Cassanes. Le Covid est passé par là, donc on a mis un peu en suspens le projet durant le Covid pour voir un peu comment ça se passait. Puis aussi, moi, j'avais besoin de ce temps-là pour voir quel allait être l'impact sur le début de saison des mariages, parce que ça chamboulait complètement mon business plan, la façon dont j'avais structuré la première année, les volumes, etc. Et en fait, à la fin du confinement, je me suis rendu compte que oui, on ne pouvait pas rien y changer. Il y avait beaucoup de mariages qui étaient annulés ou qui étaient reportés pour cette saison. Et du coup, qui disait moins de mariages, moins de volume, mais aussi moins d'investissements initiaux. Donc du coup, on a baissé drastiquement mes besoins pour se dire, on part peut-être plus intelligemment, ou moi, je propose moins de choses au catalogue, moins d'investissements, mais du coup, moins de risques aussi pour moi. Oui. Le temps d'avoir des retours, des premières clientes, de se roder sur les process. Et du coup, on a baissé à 15 000 €. Et ces 15 000 €, justement, ont permis de tout investir dans le stock. D'accord. Donc, comment ça fonctionne ? C'est que toutes les pièces, je les achète. Donc, en fait, il y a des marques qui sont partenaires, j'ai des tarifs qui sont préférentiels. Et après, il y a d'autres marques qui ne le sont pas. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un sens à les proposer dès le départ. Donc, par exemple, Cézanne n'est pas partenaire aujourd'hui, mais j'espère bien qu'elle va le devenir un jour. Mais en tout cas, j'achète auprès de ces marques-là. Et après, je les loue derrière. D'accord. Mais vraiment, pour moi, ça faisait sens de les acheter parce que déjà, je m'assure moi que je détiens les pièces. Donc, en termes de promesses aux clientes, je ne pouvais pas me permettre de dépendre d'autres clientes ou des marques qui étaient peut-être plus capables de m'envoyer le stock à un moment donné. Donc, je préfère l'acheter et m'assurer que ce que je propose aujourd'hui sur le site, c'est quelque chose que je détiens et que je suis sûre de pouvoir proposer aux clientes. Et même, du coup, tu vois, je me disais, le Covid, personnellement... ça fait très longtemps, outre le fait que j'ai une petite fille qui est née, mais que j'ai pas mis les pieds dans un magasin parce que j'ai pas hyper envie pour le moment d'aller mettre les pieds dans un magasin. Je sais qu'il faut encourager la consommation, etc. Mais avec les masques, tu n'as pas forcément envie de passer 3 heures non plus à faire des essayages et tout ça. Donc je me dis, est-ce que peut-être ça peut constituer aussi pour toi un accélérateur dans ton développement, cette nouvelle contrainte pour nous, les consommatrices, consommateurs ? Complètement. En plus, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait le parti d'être full digital, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est en train de changer, mais j'avais pas de showroom où essayer les pièces, etc. Parce que je fais un envoi dans toute la France, donc je pouvais pas avoir plusieurs points physiques où les gens allaient essayer en amont. Et oui, ça rejoint complètement le fait qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de passer des heures dans les magasins, surtout que tout le monde n'est pas forcément très discipliné, donc ça veut dire que tu as des points de contact, etc. Et comme tu le disais, si tu as des enfants, c'est quand même un risque supplémentaire. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui essayent d'éviter au maximum de passer trop de temps dans les boutiques, et ces Cassanes y répondent dans le sens où on est full digital, t'as pas besoin de passer X temps à coller à quelqu'un d'autre pour choisir ta tenue, avec le masque en plus, quand on essaye, c'est quand même pas très évident. Surtout que là, c'est tout bête, mais on se dit, on essaye une tenue complète, des fois entre le chapeau, les boucles d'oreilles, la robe et le masque, on se rend pas forcément compte de ce que ça donne. Donc du coup, au moins là, le fait de pouvoir essayer chez soi, c'est plus pratique, on est au calme, en plus on essaye quand on veut, c'est-à-dire que si le petit il est couché, on essaye le soir tranquillement chez soi. Et justement, c'est là où j'ai fait des locations de 15 jours, parce que souvent j'ai la question, mais pourquoi 15 jours ? Tout simplement parce que j'ai besoin d'envoyer les tenues bien en amont de l'événement à une cliente pour qu'elle ait le temps d'essayer tranquillement, et que si jamais ça n'allait pas, parce que ça peut arriver, c'est pas grave, on rembourse la tenue si elle n'a pas été portée. Donc tu peux faire un aller-retour si exactement, c'est pas la bonne taille. Exactement, si c'est pas la bonne taille. Et justement, pour éviter de faire des allers-retours, parce que on pourrait faire ces allers-retours, mais je trouvais que d'un point de vue pollution, parce qu'on sait que le transport, c'est pas évident. Et ce que je fais, c'est que je propose d'envoyer une deuxième taille pour le même modèle sans frais supplémentaires. C'est-à-dire que concrètement, s'il y a un modèle que tu aimes bien et que tu hésites entre 2 tailles, parce que souvent, en plus, comme c'est des marques que je propose qui ne sont pas forcément connues, on ne sait pas comment elles taillent, ou en tout cas, quelle est sa propre taille, j'ai des personnes qui me demandent d'envoyer 2 tailles, et tu es sûr au moins qu'entre les 2 robes, normalement, elle te va. Après, si la coupe ne va pas, etc., ça peut arriver aussi, mais je touche du bois, pour le moment, j'en ai aucune qui n'a pas mis sa tenue. Et en termes de coût, ça représente quoi ? Alors j'imagine que selon les pièces, selon aussi le créateur, c'est pas forcément les mêmes prix partout. En effet. Mais si tu veux une tenue complète, c'est quoi la fourchette de prix à peu près ? Alors les fourchettes, en fait, au niveau des produits unitaires, donc c'est-à-dire vraiment un sac, des boucles d'oreilles, une robe, pour un produit, ça va entre 10 et 300 €.
D'accord. Tu vois, la gamme, elle est quand même assez large. Pourquoi ? 10 €, tu vas avoir accès plutôt à des bijoux, donc des boucles d'oreilles en plaqué or, etc., de petits créateurs. 300 €, c'est la pochette Yves Saint Laurent. Voilà. Donc, c'est vraiment hyper diversifié en termes de gamme de prix, parce que je voulais justement pouvoir répondre à tous les budgets. Et pour une tenue complète, ça part de 50 € jusqu'à 350. Ah oui, donc c'est quand même hyper accessible. Enfin, je veux dire, 50 €, c'est pas par rapport à un budget pour une tenue de mariage. C'est même pas des fois le prix que tu vas mettre pour une robe si tu l'achètes dans un petit magasin, et 50 €. C'est typiquement la première robe, c'est à 50 €, c'est du Cézanne. Donc en plus, c'est pas des petites marques que je propose pour ce prix-là. Donc c'est vrai que c'est assez large et ça permet de répondre à tous les budgets. Par contre, j'ai des fois des gens qui me disent « Ah mais 350 € c'est très très cher, etc. » ou qui sont un peu freinés sur le site parce que moi je mets les prix des tenues complètes. Et en fait, des fois, 350 € c'est parce que y a le sac Yves Saint Laurent qui coûte déjà très cher. Donc des fois les gens sont un peu réfractaires parce qu'ils se disent « Ah mais la tenue elle est un peu chère. » Mais en fait, comme on peut vraiment composer son look comme on veut, faut pas avoir peur d'aller regarder et de se dire s'il y a quelque chose qui est un peu trop cher pour moi, c'est pas grave, je prends pas la pochette ou le chapeau ou le sac qui fait que ça peut un peu grimper. Mais in fine, on fait toujours des économies, sachant que nous, nos prix, ils sont divisés par 4 ou 5 par rapport au prix grand public. Donc concrètement, une robe qui est vendue 400 € sur le marché, moi je vais la proposer à 100 ou encore un peu moins. D'accord, oui, puisque comme elle peut être remise plusieurs fois... Exactement, c'est normal que ce soit moins cher. Et si jamais tu avais une cliente qui avait un coup de cœur complet sur une tenue, est-ce qu'elle peut l'acheter, par exemple ? Elle peut te dire, en fait, j'aime tellement, finalement, je pourrais la remettre à d'autres occasions. C'est une possibilité que tu donnes ? Oui. Alors, j'ai pas encore communiqué là-dessus parce que ça viendra, mais dans un second temps. Mais en fait, les personnes qui ont loué une tenue, ou en tout cas celles qui ont créé un compte, pourront acheter tous nos produits à la fin de la saison. C'est-à-dire que moi, forcément, qui dit location, dit je loue beaucoup moins cher les tenues. Donc, j'ai besoin que ce soit porté un certain nombre de fois pour que ce soit rentable pour moi. Oui. Mais au bout d'un certain nombre de fois, je me dis, voilà, la pièce, elle a déjà bien servi. Donc, je vais la revendre à un tarif préférentiel pour pouvoir écouler et puis pouvoir racheter d'autres choses. Parce que le but, c'est quand même de proposer des nouveautés chaque saison. Et comment ça va se passer ? C'est que on fait des achats de collection, donc en 2 temps. Il y a la collection été et la collection hiver. Les collections été, en fait, ça sert entre avril et octobre, donc ça va être plutôt des petites robes légères, etc. Elles seront revendues lors de braderie sur le site, courant novembre. Et après, il y a la collection hiver où ce sera pareil. La collection hiver, elle sert entre octobre et mars, avril. Et ensuite, elle est revendue en avril lors de braderie. Et comment ça se passe ? C'est que c'est ouvert à tout le monde à partir du moment où la personne leur a créé un compte sur le site Cécassan. Mais il y aura une petite option pour que les gens qui ont loué une tenue puissent l'acheter en amont. C'est-à-dire que concrètement, je sais pas, t'as loué une super jolie robe, t'as eu un coup de cœur, et tu vas pouvoir mettre une option pour que 24 heures en amont, tu aies la possibilité avant tout le monde de l'acheter. Et au niveau des tarifs, ça dépendra parce que plus la robe aura été mise, plus le tarif sera dégressif forcément parce que moi j'aurais mieux rentabilisé. Ok, génial. Et je voulais revenir sur les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est quand même le nerf de la guerre. Il y a l'argent, c'est ça. Le premier nerf de la guerre et le deuxième. Après, c'est tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je trouve, après c'est personnel, mais je trouve que ton Instagram, ton feed, il est hyper beau. Alors c'est vrai que le fait que ça soit peut-être la même photographe qui shoot les tenues, ça donne une vraie patte en fait sur ta communication, donc c'est hyper cohérent, c'est très joli. Enfin, je veux dire, voilà, merci. Non, mais c'est important de le dire aussi. Pour toi, c'est quelque chose, j'imagine, qui est essentiel, ta partie réseaux sociaux. Oui, en fait, on parlait des freins. Que j'avais constaté sur d'autres concurrents que je ne citerai pas, mais quand j'ai regardé un peu ce qui se faisait, moi j'étais un peu réfractaire parce que justement ça me donnait pas envie en fait. Enfin moi je suis quelqu'un à titre personnel, j'adore la mode, j'adore les magazines, j'en lis beaucoup sur la mode, etc. Et voilà, quand on voit le milieu de la mode, le nerf de la guerre c'est quand même d'avoir des jolis visuels pour donner envie, on le sait tous. Et en fait il faut savoir que sur la location déjà, comme on le disait, c'est pas forcément encore ancré dans les mœurs, même s'il y en a plusieurs qui se sont lancés depuis plusieurs années sur la location. Mais si déjà je me dis pour une cliente qui est un peu réfractaire, qui se lançait pas forcément, qui osait pas franchir le pas et qui arrive sur un site où il n'y a pas des jolis visuels parce que ça n'a pas été travaillé, parce qu'il n'y a pas ce côté inspiration où on propose des tenues complètes, ça donne pas envie et moi je me lance pas en fait. Donc je me disais ça allait être vraiment le nerf de la guerre et c'est pour ça que je voulais mettre l'accent sur les visuels parce que je me suis dit et puis c'est pas servir les marques en fait aussi.
parce qu'il faut dire que je propose des partenariats et le but, c'est qu'il y a des marques qui sont quand même très connues, notamment françaises ou espagnoles, mais il y en a d'autres qui sont moins connues et je trouve que c'est leur rendre service et hommage que de faire des beaux visuels pour eux et de les mettre en avant et de donner envie pour qu'une cliente demain, elle loue un produit chez nous et elle se dise mais c'est super, c'est une qualité extraordinaire, j'aime bien ce créateur-là et demain, elle va avoir envie de connaître le créateur et potentiellement d'acheter chez ce créateur-là. Donc pour moi, c'était vraiment aussi bien me servir moi que servir les marques avec qui je fais des partenariats que d'avoir de jolis visuels et d'avoir une patte Sekassan. Oui. Donc oui, ça a été très important et il y en a plusieurs qui m'ont dit Sarah, n'investis pas trop dedans, certes les visuels c'est important mais c'est un certain coût parce que faut savoir que pour des marques, il y a un budget marketing qui est souvent alloué et, pour des shootings. Pour des marques comme la location, comme Sekassan ou d'autres, c'est un budget qu'on n'a pas forcément. Pourquoi ? Parce que, pour donner un peu des chiffres, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas matheux, mais en gros, une marque aujourd'hui, elle marge à peu près 5 fois entre le coût de production et le prix de vente. C'est-à-dire concrètement, on va prendre l'exemple d'une robe, c'est complètement aléatoire. Une robe, si elle coûte 10 € à produire, une marque va la revendre entre 50 60, voire même 100 €. Donc, on a un coût qui est x5 à x10. Moi, ça veut dire que cette même robe, on va prendre l'exemple où elle coûtait 50 € en prix grand public. Des fois, je vais l'acheter 50 €. Et comme je disais, je divise le prix par 4, donc je la vends à peu près 12-13 €. Moi, ça veut dire que, tu vois, j'ai un manque à gagner de dingue par rapport à une marque. Donc, c'est une marge qui est énormément rognée. Et une marque, quand elle va servir de cette marge-là pour investir dans des coûts de publicité, dans des coûts marketing, moi, c'est une marge que j'ai pas. Et donc, c'était un choix délibéré de se dire, OK, même si je marge moins, je veux vraiment investir au départ pour les shootings parce que je veux créer cette identité visuelle forte dès le départ pour que ce soit reconnaissable, que ce soit reconnu et puis qu'on apporte quelque chose de qualité aux clientes pour les convaincre et aussi les rassurer parce que voilà, quand on se lance, je pense que c'est un peu les nerfs de la guerre, comme tu disais, c'est la communication. Il faut se faire connaître, il faut donner envie et si on ne donne pas envie, ça ne fonctionnera jamais en fait. Il n'y aura jamais ce petit tremplin où les gens vont adhérer au projet. On va dire, allez, j'ose, je me lance. Exactement, hein. Je franchis le cap Sekassan. Ouais, tu vois, j'étais hyper frustrée parce que j'ai eu un mariage mi-juillet. J'étais témoin, tu vois. Et juste après, je découvre ton truc et je me dis, mince, ça aurait été tellement contente de louer. Bon, après, il y en aura d'autres. Voilà, la tenue que j'ai achetée, c'est pas une tenue que je pourrais remettre et tout, voilà, mais je m'étais dit, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah mince, en plus, comme j'étais témoin, tu vois, voilà, bref, avec le confinement, en plus, j'avais pas eu le temps forcément de chercher quelque chose. Ouais. Comme en plus, j'ai accouché mi-avril, donc je voulais pas acheter quelque chose avant parce que forcément, mon physique, quelques mois avant, tu bouges beaucoup, voilà, et puis tu sais pas trop comment tu vas atterrir après l'accouchement, parce que bon, la perte des kilos, ça peut être un petit peu aléatoire. Justement, j'ai beaucoup de mamans, de personnes qui sont enceintes et qui passent par la location parce qu'elles me disent souvent notre tenue on la prévoit quand même un petit peu en amont, sauf que quand on est enceinte le poids et la morpho varient tellement d'une semaine à l'autre qu'on peut jamais prévoir. Donc elles me disent c'est ça qui est super, c'est que comme on propose 2 tailles, on est sûr que sur les 2 tailles, si on prévoit un peu plus large, il y en a une des 2 qui va aller au moment exact de l'événement, quoi, du mariage ou d'un baptême aussi. Mais c'est ça qui est important, c'est de se dire, pour les gens qui ne savent pas trop en amont, ça permet d'y répondre. Et ce que je trouve super avec toi, Sarah, c'est que tu as un profil quand même plutôt ingénieur, ou plutôt scientifique, on va dire, voilà, et que finalement, tu fais un shift vers la créativité, plutôt la mode et tout. C'est vrai c'est pas forcément, et peut-être que les mentalités doivent changer, mais c'est pas forcément à ça que tu penses quand tu penses ingénieur informatique, c'est machin. Enfin, voilà, t'as un peu l'image du geek et tout. Complètement. et je trouve ça hyper chouette, mais d'un autre côté, je pense que ton parcours, t'as sûrement aussi donné un esprit de rigueur, des méthodes que maintenant tu mets à profit pour le développement de ton entreprise. Complètement. En fait, déjà, cette image geek, je l'ai eue tout au long de mes projets, parce qu'il faut savoir qu'en plus, j'étais dans les services informatiques, où moi, c'est un peu pareil que dans d'autres milieux. Tu parlais de la finance avant qu'on débute, mais moi, il y avait
que des hommes à chaque fois dans les services où j'évoluais. Donc, il y avait cette image très geek et qui n'est pas qu'une image. Hein, des fois, elle est réelle. Mais moi, c'était cette ambivalence et cette complexité que j'aimais bien. C'est que j'avais ce côté très rigoureux, très organisé que j'ai toujours eu depuis toute petite. Et en même temps, j'ai toujours été très créative. Et la mode, ça m'a toujours parlé. Oui. Notamment Sandro Mage, Claudie Pierlot. C'est pas un hasard si je suis allée chez eux. J'avais même arrêté mon stage de fin d'études dans une autre boîte pour aller chez eux parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Donc, pour te dire à quel point moi je les adorais et je me voyais vraiment que évoluer dans la mode ou la cosmétique, c'est que ça m'a toujours plu. Et le côté créatif, j'ai dansé toute ma vie, j'ai fait de la peinture, j'ai toujours été très manuelle. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu au fond de moi, mais je pense que je peux enfin exprimer et encore plus développer maintenant avec Cécassane. Et je pense qu'il faut un peu des deux quand tu te lances dans une entreprise. Oui. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui ont ce côté créatif et qui est hyper important parce qu'il faut savoir se remettre constamment en question. Il faut savoir proposer quelque chose de différenciant. Donc, ça veut dire créer, penser par soi-même différemment. Donc, c'est vrai qu'il y a ce processus créatif qui est important. Et de l'autre côté, si on n'est pas rigoureux, il y a tous les aspects administratifs qu'il ne faut pas mettre de côté. Et si on les met de côté, malheureusement, ça peut fonctionner un certain temps, mais pas sur le long terme. Donc c'est vrai qu'il faut avoir cette double casquette. Et heureusement, grâce à mes expériences passées, je les ai. Et notamment, je pense que c'est l'aspect où, à travers l'informatique, j'ai toujours dit, j'ai parlé aussi bien avec des nanas qui ont fait du marketing, de la CRM, des ressources humaines. Enfin, vraiment, on a apporté des solutions techniques à plein de personnes avec plein de vocabulaire différents, plein de visions différentes, plein de façons de travailler différentes. Et c'est cette richesse, en fait, que je mets à profit aujourd'hui parce que ça a été autant de méthodologies différentes, autant de savoirs aussi propres au retail différents que j'ai acquis à travers les différents projets. Typiquement, quand on avait un chef de projet CRM qui m'expliquait comment on ciblait des clientèles, comment on les dissociait, la méthode RFM, ça va parler à certains, etc. Enfin voilà, j'ai tellement appris qu'aujourd'hui, ça sert sur plein d'aspects. Parce qu'on dit toujours, un entrepreneur, ça doit avoir la multicasquette où il faut savoir tout faire tout seul. En tout cas, au lancement, c'est comme ça quand on débute. Et je pense qu'en effet, mes expériences passées m'ont énormément servi pour les débuts. Et c'est vrai que nous, on aime bien, en France en particulier, mettre les gens dans des petites cases. Voilà. C'est vrai. Qui sont bien spécialisés. Exactement. Donc, dès que tu as un profil qui déborde un petit peu les cases, des fois, dans les entreprises, ils sont un petit peu perdus parce qu'ils disent « Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette personne qui est ça, mais qui est aussi ça ?» Et du coup, je trouve que des fois, c'est un petit peu frustrant. Et je pense que c'est aussi ça qui t'a animé quand tu t'es dit « Allez, je me lance. » Complètement. Et puis même moi, tu vois, avec du recul, je me rends compte de tout ce que j'ai accompli, mais en fait, je ne m'en sentais pas du tout capable quand j'ai arrêté mon job chez Sephora. Je me disais, mais oh là là, il faut savoir tout faire, il faut savoir faire aussi bien des choses que peut-être je sais déjà faire, mais plein d'autres que je ne connais pas. Et en fait, tu te rends compte que certes, il y a les accompagnements par des incubateurs, par plein d'entités possibles, mais je pense aussi que des fois, et c'est peut-être très féminin ou français, c'est qu'on se sent pas capable, alors qu'en fait, quand on se lance, on se rend compte qu'on est tous capables, en fait, avec un peu de détermination, de résilience. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire, je dirais, quand tu te lances, c'est de te rendre compte de tes propres capacités. Ça booste énormément parce qu'en fait, c'est plein de petites étapes, plein de petits objectifs que tu te fixes. Et une fois que tu les as réalisés, mais la gratification que tu en retires derrière, elle est immense, en fait. Pas forcément, j'entends toujours des gens qui disent oui, mais la gratification, elle vient quand c'est concret, quand la boîte, elle est lancée, quand on a les premiers clients, etc. Certes, mais en fait, il y a plein de petites étapes avant, ou même la réalisation d'un nouveau partenariat, d'avoir réussi tout simplement à définir la stratégie de sa marque, l'identité, enfin tout ça, c'est plein de petites étapes et il faut savourer ces victoires-là, même en amont. Et je dirais à tous ceux qui peut-être veulent se lancer, mais n'osent pas encore... lancez-vous en fait. Vous êtes capable de beaucoup et c'est seulement quand on se lance qu'on se réalise et qu'on prend compte de tout ce qu'on est capable de faire. Et du coup, est-ce que toi, tu as eu des moments où tu t'es dit oh là là, j'arrête, c'est dur, j'en peux plus. Ah bah oui, des moments down comme ça. Et qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves dans ces moments-là? J'en ai eu plein, vraiment les montagnes russes dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'on les vit tous et toutes. C'est inévitable. Quand on lance son entreprise, il y a toujours des moments où on se sent un peu plus perdu, on baisse les bras. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est mon petit rituel, c'est qu'il y a deux choses qui me permettent de me ressourcer et d'aller vers l'avant. C'est de communiquer, d'en parler.
Parce que vraiment, il faut pas garder ses frustrations pour soi. Et en fait, on arrive à un stade où des fois, on manque de recul sur les choses. Donc, le fait d'en parler, ça permet tout de suite d'objectiver les choses, de prendre du recul. Enfin, voilà, cette distanciation nécessaire pour regarder les choses autrement. Donc, moi, je communiquais énormément avec ma famille, mes amis, Ségolène, Camille. Enfin, voilà, c'est des personnes sur lesquelles je pouvais m'appuyer pour me rebooster et me redonner un petit gain d'énergie. Et aussi, beaucoup de méditation. Ouais. Je suis quelqu'un où, notamment chez Sephora, c'était tellement intense, le rythme, etc. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je trouve cette petite chose dans mon quotidien ou dans ma semaine qui va me faire me recentrer sur moi, sur mes besoins. Et en fait, je fais beaucoup de méditation depuis. Donc, toutes les semaines, j'ai pris l'habitude, surtout sur les périodes de speed, après la semaine qui est passée, je prends un peu de temps pour moi, pour me recentrer sur moi-même, comprendre mes émotions, pourquoi elles sont là. Et le fait de mettre des mots sur ces émotions, d'arriver à les comprendre, ça permet de mieux les gérer et d'aller de l'avant, du coup. D'accord. Et qu'est-ce que tu envisages pour la suite de ces Casades ? On parlait, donc c'est une entreprise qui a vocation à être nationale, voire internationale. Comment tu vois les choses ? Tu t'es mis un peu des lignes d'horizon, des points d'étape. Comment tu vois les choses ? Oui, il faut savoir que de toute façon, quand on se lance, surtout quand on a besoin de faire des demandes d'investissement ou auprès de banques ou d'investisseurs, il y a ce qu'on appelle le fameux BP, c'est le business plan, sur 3 voire 5 ans. Ouais. Donc forcément, tu as besoin d'avoir cette vision quand tu lances. Donc le but, c'était d'ouvrir dès l'année prochaine 2 nouveaux pays qui sont l'Angleterre et la Belgique. Ouais. Et ensuite, au bout de 3 ans, d'ouvrir d'autres pays encore, notamment l'Italie, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne et le Portugal. Tout simplement parce que ces pays-là, en fait, ils ont une énorme demande sur de la location, notamment par exemple l'Espagne, ça se fait beaucoup, c'est beaucoup ancré dans les mentalités maintenant. Et surtout, il y a une saisonnalité qui est moins forte au niveau des mariages, c'est-à-dire que tu as les pays du Nord où concrètement, vu qu'il fait plus mauvais que chez nous, même si certains se disent que c'est pas possible, si c'est possible, comme il fait moins beau, souvent les mariages sont célébrés en intérieur, du coup ils sont célébrés toute l'année, donc c'est un peu plus lissé au niveau de la demande. Et à contrario, les pays plus du bassin méditerranéen, comme il y a un climat qui est un peu plus doux, il y a un peu plus de mariages qui sont célébrés aussi durant la basse saison, donc c'est-à-dire entre octobre et avril. Donc du coup, le but, c'est d'ouvrir à ces marchés-là et aussi de proposer des créations qui font sens parce que les autres pays, ils connaissent pas nos créateurs français ou même, par exemple, Cézanne. Je sais qu'ils sont en train d'essayer de s'ouvrir à plein d'autres pays en Europe, même s'ils ont déjà une très belle présence. Donc le but, c'est vraiment d'ouvrir les créations françaises à d'autres pays qui sont très friands du Made in France aussi. Ouais, c'est génial. Et je vois que le temps passe, Sarah. Et du coup, je vais te poser les quelques questions rituelles de la boussole. On a commencé un peu à y répondre. Si du coup, tu avais un message à faire passer, parce que le podcast s'appelle La boussole, ça montre le nord, donc une direction. Si tu voulais faire passer un message, ça serait quoi ? Moi, quand tu m'as parlé de la boussole, tout de suite, j'ai pensé que quand on entreprend, on prend plein de directions possibles, mais comme tu le disais, il y a une ligne directrice en fait qu'on ne doit pas perdre de vue, il faut toujours revenir à ça. Et la boussole, ça me fait vraiment penser à ça, c'est qu'on a plusieurs chemins possibles pour arriver d'un point A à un point B, mais le plus important, c'est d'arriver à ce point B en fait, la finalité. Et je trouve que ça illustre bien ce côté de la boussole, c'est que voilà, si on a une ligne directrice, si on sait où on veut aller, peu importe le chemin, peu importe les embûches, peu importe les choses qui vont arriver, parce qu'il y a plein de choses qui sont complètement extérieures et qu'on ne maîtrise pas dans la création d'une entreprise, c'est pas grave, il faut les accepter du moment qu'on revient toujours à cette ligne-là. Et donc tu parlais de la méditation, qui est un de tes rituels. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus, parce que je pense que c'est important pour toi. Oui, la méditation, ça passe aussi bien par des cours de yoga. Oui. J'aime bien faire des cours de yoga. Et aussi, je prends tous les matins 10 minutes au réveil pour me recentrer sur moi avant la journée qui va arriver, pour savoir quelles sont mes émotions, comment je me sens, est-ce que je suis prête à attaquer cette journée qui commence, et puis aussi à remercier tout simplement la vie pour tout ce qu'elle m'apporte, tout ce qu'elle m'a déjà apporté jusqu'à maintenant, et commencer la journée du bon pied. Et moi, je suis une grande lectrice et je suis toujours friande des conseils de lecture de mes invités. Est-ce que tu aurais un ou des livres à recommander à nos invités ? Alors, j'ai un livre à recommander, ça s'appelle La Réponse. D'accord.
Alors, dit comme ça, on se dit, mais c'est quoi en fait la réponse? Et c'est très drôle, c'est un bouquin. Je suis passée devant un jour à la Fnac, j'ai vu la réponse, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire la réponse? C'est quoi? Et en fait, c'est un livre qui explique comment, peu importe notre objectif de vie, ça peut être perdre du poids, retrouver la santé, monter une boîte, gravir une montagne, enfin voilà. Ils expliquent que notre cerveau est conditionné pour y arriver. Et en fait, ils donnent toutes les étapes et les méthodes en fait pour arriver à notre objectif, qui s'appelle la réponse. Ouais, c'est génial. Je le recommande à tout le monde, c'est vrai. Ça a été écrit par un couple australien. Et en plus, ils illustrent par plein d'exemples différents les capacités de notre cerveau. Et en plus, je pense que ça permet de prendre conscience justement de nos capacités. Tu sais, j'en parlais tout à l'heure, des fois on se dévalorise, on ne se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire. Et en fait, la réponse dans ce livre, ça montre vraiment les capacités de tout à chacun à aller vers notre objectif parce qu'on a quelque chose dans ce subconscient qui de toute façon va nous y amener. Ok. Est-ce que tu aurais un ou une invitée à me recommander pour un prochain épisode du podcast? Oui, j'ai, je pense à un autre projet qui était à l'incubateur avec moi, enfin qui l'est toujours, qui s'appelle Monsieur Lucette. Qui propose des chaussettes à l'unité. Je trouve que le concept est génial dans le sens où elle permet de répondre aux chaussettes orphelines parce qu'on en perd toutes plusieurs dans la machine à laver. On se demande toujours où est la voisine. Et du coup, en fait, Monsieur Lucette, c'est des chaussettes qui sont vendues donc à l'unité avec des motifs différents qu'on peut soit dépareiller, soit même acheter en double exemplaire si on veut absolument pas dépareiller sa paire. Mais ça permet de répondre à ce fléau de la chaussette orpheline. Eh ben, merci beaucoup Sarah. Mais de rien Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.